Alors, bonjour Richard, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente que tu aies accepté notre invitation. Richard Béliveau, vous le connaissez probablement, qui est docteur en biochimie. Vous le connaissez également pour ses travaux au niveau de la prévention du cancer. Nautilus Plus, on est partenaire depuis 12 ans maintenant déjà de la chaire en prévention et traitement du cancer de l'UQAM, où tu joues un rôle évidemment important, directeur scientifique de la chaire. Et ben, on se tutoie, Richard, parce qu'on se connaît depuis longtemps, hein, tu le permets. Je veux te remercier de prendre du temps aujourd'hui pour nous parler ben, évidemment, de ce qui nous touche tous actuellement, ce virus qui a fait basculer le monde entier. Et je voulais avoir ton point de vue là-dessus, entre autres sur la lutte contre ce virus-là. Qu'est-ce que tu en sais au niveau des médicaments? Quelles sont les avenues qui sont actuellement envisagées là, pour enrayer ce virus-là qui nous touche tous finalement? Oui, ben en fait, c'est une situation absolument inouïe là, dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois qu'on a une pandémie comme ça à l'époque moderne aussi importante. C'est la première fois qu'on assiste à une stagnation de la planète comme ça. Et je pense qu'en parallèle avec ça, ben, il y a un effort scientifique qui est absolument inouï qui s'est exprimé dans les derniers mois. J'aimerais juste rappeler qu'il y a 6 mois, on connaissait pas ce coronavirus-là. Là. Donc, ça s'est fait normalement, là, identifier les particules virales, séquencer le génome du virus, ça prend des années. Ça s'est fait en quelques semaines. C'est absolument hallucinant. Les efforts concertés qui sont réalisés présentement à l'échelle de la planète par tous les scientifiques, par tous les chercheurs, pour contrecarrer. C'est une déclaration de guerre, là, vraiment une guerre à l'échelle moléculaire, à l'échelle cellulaire, pour contrecarrer cette menace-là à l'humanité. Et je pense que les plus grands cerveaux de la planète sont impliqués dans cette guerre-là et c'est la raison pour laquelle ça a avancé de façon aussi rapide. Pour vous donner une idée, j'aimerais peut-être expliquer qu'il y a plusieurs approches. La première approche auquel les gens pensent, avec raison, lorsqu'on parle d'infection virale, avec les bactéries, ce sont les antibiotiques. Les antibiotiques, c'est pour les bactéries. Donc, quand on est avec les virus, les approches thérapeutiques fonctionnent le mieux. Au départ, c'est la vaccination. Donc, il y a déjà, pour vous donner une idée, 115 candidats à l'échelle mondiale qui ont été identifiés pour des candidats à la vaccination. Il y en a 73 qui sont en essai clinique et il y en a 73 en préclinique et 5 qui sont en essai clinique. Wow. Fait que la probabilité qu'on arrive avec un vaccin est extrêmement élevée, pour ne pas dire assurée. Combien de temps ça va prendre, ça, on ne le sait pas. C'est pas une promenade dans le parc, créer un vaccin. On peut avoir des effets secondaires épouvantables, des chocs anaphylactiques, toutes sortes d'effets cliniques sérieux. Il faut donc s'assurer, faire ces études-là correctement. Mais la pédale est au fond, là, à l'échelle mondiale, pour créer un vaccin le plus rapidement possible. Parce qu'on parlait il me semble, les vaccins, ça peut prendre comme jusqu'à 10 ans à développer, puis là, on parle de moins de temps que ça. Exact. Les gens qui sont des spécialistes de ça s'accordent à dire que dans un délai les plus optimistes vont donner de 18 mois à 2 ans, on pourrait dire qu'on pourrait avoir un ou plusieurs vaccins disponibles à l'échelle mondiale avec les approbations cliniques. Évidemment, on est dans une situation comme ça, ce qu'on appelle en anglais avec la Food and Drug Administration, de fast track approval. Tout le monde a le pied sur l'accélérateur et c'est évident que la sécurité étant respectée, on va vouloir sortir ça le plus rapidement possible. Maintenant, la deuxième approche qui est faite pour les thérapies antivirales, c'est d'utiliser des médicaments qui sont déjà approuvés. Et ça, on l'oublie, il y a des médicaments qui fonctionnent contre les virus. Il y a des virus qui sont qui infectent déjà les populations humaines, donc il y a des médicaments possibles. Et il y a, dans la réplication virale, il y a des points de convergence et on pense que peut-être dans certains cas, certains médicaments qui ont été approuvés pour d'autres virus pourraient être utilisés contre ce virus-là. Un de ces exemples, c'est le Remdesivir, qui est un médicament qui a été approuvé pour l'Ebola et qui va être en essai clinique là, rapidement pour les formes sévères de la COVID. Il y a des résultats cliniques préliminaires avec des petits groupes de patients, mais il faut attendre avec ça. L'hydroxychloroquine, dont vous avez tous entendu parler, qui est déjà utilisé pour le lupus puis d'autres, l'arthrite rhumatoïde. Là, il y a une 50aine d'essais cliniques qui sont en cours avec ça pour valider ça. C'est
c'est un médicament qui bloque la réplication de plusieurs virus, incluant la COVID-2. Donc, il y a de l'espoir de ce côté-là, mais il faut falloir faire des essais cliniques avec des groupes contrôle. Donc, il y a des études en cours. Il y a la colchicine également, qui est un anti-inflammatoire qui est déjà utilisé pour la goutte, qui a une action anti-inflammatoire très puissante. Il faut se rappeler que la mortalité associée à ce virus-là, c'est dû essentiellement à une tempête de cytokines, une tempête de molécules inflammatoires qui est hors de contrôle. La raison pour laquelle on a des conséquences cliniques, des décès chez les populations âgées, on y reviendra tout à l'heure, c'est lié au fait qu'il y a comme une perturbation majeure de l'équilibre inflammatoire, anti-inflammatoire chez les patients qui sont exposés à la COVID et qui ont une condition clinique fragile. Et donc, on pense qu'il y a certaines catégories d'agents anti-inflammatoires qui pourraient avoir un essai. Et il va y avoir un essai clinique réalisé à l'Institut de cardiologie de Montréal en rapport avec l'utilisation de cette molécule-là, la colchicine. Donc, des médicaments déjà approuvés, mais il y a également une deuxième catégorie de médicaments, des nouveaux médicaments qui sont en train d'être créés. Pour créer un médicament, il faut qu'on ait les structures moléculaires, il faut qu'on identifie ce qu'on appelle des cibles. Si vous voulez détruire un camp d'entraînement de terroristes, il faut que vos agents de terrain l'aient identifié. Il faut qu'ils sachent combien il y a de personnes, à quel endroit vous ayez coordonnées GPS. Puis là, vous allez envoyer un drone avec une bombe, vous allez détruire le site. C'est la même chose. Pour détruire un virus, il faut connaître le virus. Il faut qu'on ait des cibles moléculaires. Donc, c'est la raison pour laquelle le séquençage du virus est important. Maintenant, on a le séquençage. On sait même la voie d'entrée par laquelle le virus entre à l'intérieur des cellules. Ça, normalement, ça prend des années, pour pas dire des décennies. On a fait ça dans quelques mois. C'est absolument hallucinant. C'est une protéine qui s'appelle ACE2 pour Angiotensin Converting Enzyme. Et cette protéine-là est surexprimée dans les voies respiratoires, mais est également exprimée dans le réseau vasculaire et dans le cœur. C'est la raison pour laquelle il y a une interaction avec le système cardiovasculaire. C'est une voie d'entrée du virus et présentement, il y a des gens qui travaillent à développer le virus est un peu la clé, puis l'ACE2 est un peu la serrure et le virus rentre à travers une porte moléculaire et on a identifié cette porte-là. Donc, à partir du moment où on connaît la serrure, on peut faire une fausse clé. Et là, des médicaments qui sont développés, c'est des médicaments qui vont essayer d'occuper la serrure pour empêcher le virus de pénétrer. On appelle ça des antagonistes de récepteurs et on va essayer de compétitionner avec différentes approches, des façons d'empêcher le virus de continuer à infecter les patients. Donc, il y a toutes sortes d'approches qui vont être utilisées à partir du moment où on a identifié, séquencé le génome viral. Et ça, il faut se dire qu'il y a à l'échelle mondiale des milliards qui sont injectés en recherche là-dedans. Et connaissant la capacité, la force de frappe des grandes pharmaceutiques, l'intelligence, l'imagination des biotech et puis l'intelligence globale des scientifiques concertés à l'échelle mondiale, focalisés sur un seul problème comme ça. Moi, je ne serais pas étonné qu'on ait plusieurs candidats à une approche antivirale qui soit disponible dans les prochaines années là-dessus. Il faut se rappeler qu'on n'a jamais eu de grandes pandémies associées au coronavirus. Et ce qu'on va apprendre avec ce virus-là va nous être utile par la suite pour d'autres infections possibles au coronavirus. À partir du moment où on fait de la déforestation, on est exposé à des espèces, à des virus, des formes de virus auxquelles on n'a jamais été exposé. Les gens se déplacent partout sur la planète. C'est juste, moi, je l'ai dit à des entrevues dans le passé, pour moi, ça nous semble terrible, mais pour moi, c'est pratiquement juste une pratique d'une pandémie qui pourrait être beaucoup plus mortelle que ça, parce que ce virus-là n'est pas très mortel. Il cible de façon préférentielle les personnes âgées à santé fragile dans l'ensemble des cas, dans plus de 90% des cas. Et si on arrive avec un virus comme l'Ebola, c'est bon qu'on mette en place présentement des stratégies globales à l'échelle planétaire, à l'échelle provinciale, fédérale, internationale, qui vont nous permettre de réagir plus rapidement qu'on ne le fait. On a réagi remarquablement rapidement, mais il y a encore une façon de réagir mieux et je pense que c'est ce que ce virus-là nous permet de faire, de nous donner des outils. Le dernier que j'aimerais peut-être ajouter comme approche, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle le plasma de convalescent. Alors ça, c'est une approche qui a donné en fait le premier prix Nobel de médecine ou de physiologie. C'est une forme d'immunothérapie qu'on appelle l'immunothérapie passive. Ça a été utilisé pour la rougeole, les oreillons, la polio, la
grippe, le SRAS, par exemple. C'est une forme de thérapie où on prend des patients qui ont survécu à l'infection, on prélève leur sang et on isole la fraction d'anticorps qui réagissent contre le virus. Et on injecte ça aux patients qui sont en phase aiguë de la maladie. Et dans certains cas, et dans beaucoup de cas, et dans le cas du COVID-19, on a une réponse thérapeutique. Il y a des gens qui travaillent également là-dessus. Donc, il y a 3 niveaux, vaccination, médicaments et plasma de convalescents qui sont en cours là-dessus. Donc, il y a lieu de garder de l'espoir c'est sûr, quand on écoute les journaux, quand on lit les journaux, quand on écoute la TV tous les jours, on a l'impression que ça avance pas, mais ça avance. Il y a énormément de progrès qui se fait. C'est juste qu'on va sortir progressivement de la période de confinement, là, puis on va s'en tirer. À long terme, on va avoir des nouveaux outils pour combattre ces virus-là. Oui, c'est ça, exact. Puis j'ai l'impression que les gens ne se sont jamais autant intéressés à la science qu'en ce moment pour bien comprendre ce qui se passe. Tu sais, c'est rare que tout le monde veut savoir quand est-ce un médicament, comprendre c'est quoi le virus. Tu sais, normalement, tu vas t'intéresser au virus qui t'atteint toi, qui est comme un seul parmi tant d'autres. Là, c'est vraiment des efforts concertés. Puis, tantôt, tu as dit, on va, tu sais, d'ici quelques années, on va avoir de quoi, mais là, d'ici ce temps-là, c'est sûr qu'on se sent tous vulnérables. Tu sais, bon, actuellement, on est confinés en plus. Puis je sais que les statistiques démontrent que c'est vraiment, bon, c'est les personnes âgées, les personnes qui ont peut-être des pathologies déjà préexistantes. Tu nous as parlé aussi du rôle de l'inflammation au niveau du développement de maladies cardiovasculaires, du développement du cancer. Ça aurait aussi peut-être un rôle à jouer sur les infections virales. C'est quoi ta vue? Oui, ben c'est clair. Hein? Déjà, même à Wuhan, en Chine, quand l'épidémie a commencé, et tout de suite en Italie, on a déjà des données qui étaient sorties avec les médecins chinois puis les scientifiques italiens qui montraient que, en fait, les données qu'on a à ce jour, c'est 95% des gens qui décèdent de la COVID, ils ont déjà une maladie chronique. 95%. Donc, c'est pas 95%. Donc, la première chose, c'est que 90% des décès ont en haut de 70 ans. Pour vous donner une idée à peu près de cette tombe-là au Québec. Donc, c'est pas un virus qui attaque tout le monde. Il attaque des gens âgés qui ont déjà une santé fragile. Les études en Italie montraient que, par exemple, si vous avez une maladie cardiovasculaire, vous avez 10 fois plus de probabilité de mourir de la COVID que si vous n'avez pas de maladie cardiovasculaire. 10 fois plus, là, c'est énorme. Si vous avez du diabète de type 2, une maladie respiratoire, de l'hypertension ou un cancer, c'est entre 5 et 10 fois plus de probabilité de mourir. En fait, en Italie, la majorité des gens, c'était 99% des gens qui étaient décédés de la COVID avaient déjà une maladie chronique. Donc, quand vous êtes hypertendu, vous souffrez d'une maladie cardiovasculaire, vous faites du diabète de type 2, vous avez un terreau favorable, vous avez une situation clinique qui est déjà fragile et le virus arrive dans un territoire où l'armée est en vacances ou est déjà malade. Vos anticorps, vos systèmes immunitaires n'est pas opérationnel, n'est pas fonctionnel, puis c'est la raison pour laquelle on a plus aux États-Unis, c'est 75% des hospitalisations chez des gens qui avaient la chronique et 14% des décès. Donc, c'est pas un peu, là. C'est très, très clair de ce côté-là. C'est pas le fait d'être âgé qui est problématique, c'est le fait quand on est âgé, puis qu'on a développé des maladies chroniques, ben, les maladies chroniques prennent des années, des décennies à se développer. Diabète de type 2, cancer, maladie cardiovasculaire. Quand on est âgé, la population âgée a une moins bonne santé dans l'ensemble de la population. Ceux qui ne s'entraînent pas, ceux qui mangent moins bien, ceux qui font du surpoids. Et c'est cette population-là qui est ciblée. Ce qui est apparu également dans les dernières semaines, et ça, c'est très spectaculaire, et les gens n'en parlent pas beaucoup encore parce que c'est complètement nouveau, c'est le surpoids. Mm-hmm. Le surpoids, l'obésité apparaît maintenant comme un facteur de risque majeur. Les Américains ont identifié, les Américains d'autres endroits sur la planète ont montré, les Français par exemple, que les Français ont montré que 85% des patients qui étaient atteints de la maladie, qui étaient traités aux soins intensifs en France, étaient en surpoids. Alors que la population de Français obèses, c'est à peu près 17%. Aux États-Unis, on a montré que les patients de moins de 60 ans
qui étaient obèses avaient 2 fois plus de probabilité d'être admis aux soins intensifs associés à la COVID. Il y a toutes sortes d'études qui vont dans ce sens-là. En fait, c'est très logique de penser ça parce que lorsqu'on est en surpoids, on est en inflammation chronique. Le surpoids, le tissu qui produit le plus d'interleukine 6 puis de molécules d'inflammation, c'est le tissu adipeux, les adipocytes. Et lorsqu'on a une surcharge de poids, même petite, on est en inflammation chronique. Or, le COVID tue par une tempête inflammatoire. Donc, c'est logique de penser que ce lien-là existe. Il y a beaucoup de chercheurs qui pensent qu'aux États-Unis, la surreprésentation de la mortalité chez les femmes afro-américaines, par exemple, d'origine africaine, serait associée à la surcharge pondérale qui était présente dans cette sous-population-là. Pourquoi est-ce que les patients obèses ont plus de problèmes? En fait, si vous êtes en bas de 70 ans, et probablement, ce qui ressort dans les études, c'est qu'un des facteurs majeurs de risque, ça va être la surcharge de poids, l'obésité, si vous avez en bas de 70 ans. En haut de 70 ans, c'est des facteurs de maladies cardiaques et ainsi de suite, d'hypertension. Pourquoi le surpoids? Ben, d'abord, il y a un impact mécanique. Quand vous êtes en surpoids, la cage thoracique des patients obèses est comprimée par l'excès de graisse et ça diminue, ça réduit la capacité fonctionnelle des poumons. La respiration peut être également compromise par un excès de poids au niveau de la cavité abdominale. Ça va gêner le mouvement du diaphragme, donc particulièrement en position couchée. Et en fait, les médecins français avaient fait ce lien-là avec les patients obèses parce qu'ils avaient observé dans les unités de soins intensifs, il y avait beaucoup de patients qui étaient couchés sur le ventre. Et souvent, avec les patients obèses, les conditions d'intubation fait qu'on est obligé de les mettre en position ventrale. Et c'est une observation clinique associée à la position des patients qui avait fait que les médecins français ont connecté avec la surcharge de poids. Il faut noter que c'est pas restreint à la COVID. Il y avait déjà des données avec H1N1 qui montraient que les patients obèses étaient plus à risque d'avoir des infections. Donc, les poumons des personnes obèses ne fonctionnent pas de façon optimale et sont donc plus vulnérables aux infections virales. Et le deuxième facteur, c'est un facteur biochimique. Le surpoids, comme je l'ai dit, provoque de l'inflammation et le diabète de type 2 puis le syndrome métabolique qui est un facteur de prédisposition au diabète de type 2. C'est 2 conditions qui augmentent de 10 fois le risque de décéder de la COVID. Donc, c'est pas n'importe quoi. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quand on s'entraîne, quand on mange bien, quand on est mince, on se protège des maladies cardiovasculaires, on réduit notre risque d'hypertension, de diabète de type 2, de cancer, et également avec la COVID, on peut rajouter qu'on réduit notre risque de mourir des complications de la COVID ou d'être hospitalisé, d'être intubé associé aux complications de la COVID. Et ça, c'est pas n'importe quoi. C'est une raison de plus. Là, c'est une épidémie à l'échelle mondiale. Ça nous permet de générer des chiffres qui n'étaient pas disponibles avec des infections d'autres types. Mais il y avait déjà des données avec d'autres types de grippe qui allaient dans ce sens-là. Fait que je pense que moi, j'ai fait mon postdoc à l'Université Cornell à New York et j'étais avec un grand savant d'origine juive qui s'appelle Dr. Ephraim Racker. Son expression, c'était l'important, c'est pas de tomber par terre, c'est de ramasser quelque chose du plancher quand on se relève pour se battre. Alors, dans une situation comme la COVID, je pense qu'il faut... la caractéristique d'un chercheur, c'est toujours d'essayer de voir, même quand le résultat de l'expérience est négatif, qu'est-ce qu'on peut tirer d'informations de cette expérience-là. C'est comme dans la vie. C'est souvent des mauvaises expériences qu'on apprend le plus. Ben là, on va retirer énormément d'informations de cette épidémie, de cette pandémie de COVID-là, et ça va nous permettre de mieux apprendre à prendre soin de sa vie, mieux à gérer des situations d'urgence. Et je pense que on va s'en tirer à court terme. Il faut être prudent, il faut appliquer les recommandations de santé publique, mais je pense qu'il y a lieu d'avoir de l'espoir aussi. Ben oui, absolument. Puis, on fait confiance en des chercheurs comme vous, mais c'est bien aussi de savoir que on a une part de contrôle là-dedans, une part de responsabilité dans notre mode de vie, nos habitudes de vie. Depuis quelques semaines, les gens sont confinés, mais j'en vois qui sortent dehors, qui vont jogger, qui vont marcher. On a le temps. On a le temps. Je sais que c'est difficile avec la famille, les enfants, de travailler à la maison, mais les gens cuisinent beaucoup plus actuellement aussi, puis on le dit à quel point le fait de faire ces repas soi-même nous aide à avoir une meilleure santé. Donc, je pense que ce sont des habitudes actuellement qu'on peut peut-être développer puis qui vont pouvoir nous servir pour après puis contribuer évidemment à nous protéger là, contre ce virus-là et contre plusieurs autres maladies. Oui, c'est ça.
Je pense qu'il faut... moi, j'ai continué de m'entraîner. J'ai oui, un une membre de entraîneur, Julie Lemieux, qui nous a fait un programme très, très, très tough. Alors, je m'entraîne à la maison avec des bandelettes élastiques et puis les chaises et puis le poids, c'est quelque chose. Moi, je suis membre de Nautilus Plus depuis plus de 20 ans, là. Donc, quand on fait partie quand on a des entraînements programmés, ça nous permet de continuer à s'entraîner à la maison. Je pense que tout le monde a hâte de retourner s'entraîner. Je pense que tous ceux qui s'entraînent de façon régulière, on ressent un besoin de s'entraîner. Je pense que ça devient une activité sociale, s'entraîner, et on s'aperçoit que ça nous manque. C'est un besoin qu'on va avoir. Moi, je suis persuadé que les premières semaines, là, ça va être la folie totale des centres quand ça va rouvrir. Je pense que ça va rouvrir bientôt. Je pense également que il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Là. Je pense que tout le monde va prendre des précautions. Les gens sont dans leur bulle lorsqu'ils s'entraînent, ils font attention. Je pense qu'il y a une conscience générale qui est excellente pour la santé là, encore plus maintenant, en plus, avec un centre d'entraînement. Fait que ça, je pense que ça va être amplifié davantage. Puis je pense qu'avec les professionnels de la santé que Nautilus engage, on va être en condition de sécurité. Fait que moi, j'ai pas d'inquiétude. J'ai hâte de retourner m'entraîner puis aller taquiner ceux qui s'entraînent plus fort que moi. Ben, nous autres aussi, on a hâte de te retrouver, Richard, dans nos centres. On a hâte de retrouver nos membres aussi. Moi aussi, je m'ennuie. Mais bref, un grand merci. Entre-temps, on continue de s'entraîner à la maison, manger sainement. Yes. Et je rappelle à tout le monde que Richard Béliveau fait des chroniques, écrit des chroniques dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec de façon hebdomadaire. Donc, si vous voulez vous tenir informé, il y a eu plusieurs articles au cours des dernières semaines que vous pouvez accéder d'ailleurs sur ton site, richardbéliveau.org, où on retrouve ces chroniques-là. C'est vraiment une mine d'informations super intéressante pour ceux et celles qui sont intéressés. Je pense qu'il y a un gros dossier COVID là, que le Journal de Montréal a publié la semaine dernière, qui fait une couverture absolument complète de tout ce qui est fait présentement dans cette guerre-là à l'échelle mondiale. Oui, il y a un dossier très, très complet. Fait que tous ceux qui veulent en savoir davantage, là, j'ai vraiment trouvé que c'est excessivement intéressant et comme d'habitude, tellement bien vulgarisé pour que tout le monde puisse bien saisir ce qu'il en est. Fait qu'encore une fois, Richard, merci beaucoup. Au plaisir de te retrouver. Plaisir. Bonne suite de confinement. Bye. Bye.